Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, le podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Que des entrevues percutantes pour inspirer et motiver. Reste branché. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, votre podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Je suis votre co-présentateur Max, accompagné de mon cher ami Jeff. Bonjour tout le monde, salut Max, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien Jeff, et toi-même? En pleine forme. J'ai bien hâte à notre entrevue du jour. Je pense qu'on va bien s'amuser. Effectivement, je le confirme tout à fait. Alors, sans plus attendre, aujourd'hui, nous recevons une professionnelle du marketing qui a quand même beaucoup voyagé. On s'est aperçu dans son parcours qu'elle a été en France et aujourd'hui, elle est au Canada, à Montréal. Aujourd'hui, nous recevons la marketing lead de Le Wagon. Laure, bonjour. Comment vas-tu? Bonjour Max, ça va très bien et toi? Ça va très très bien, merci. Bonjour Jeff. Bonjour Laure, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Excellent. Alors, Laure, quelqu'un qui ne te connaît pas et qui souhaite en savoir davantage sur Laure, c'est qui Laure aujourd'hui? J'ai beaucoup voyagé, effectivement. Même avant de partir de la France, je suis partie du Burundi. Okay. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit pays en Afrique de l'Est. Et donc, je suis du Burundi. J'ai grandi là-bas. Je suis née et j'ai grandi là-bas. Et donc, je suis partie de là-bas à 18 ans pour aller faire mes études en France. Et ensuite, je suis d'une famille de 2 enfants. Je suis la cadette d'une famille de 2 enfants. Et donc, ensuite, je suis partie en France pour faire mes études et je ne m'y suis plus. J'ai habité à Nantes, j'ai habité à Paris. Et donc, après 10 ans en France, je me suis dit, pourquoi pas, je vais aller voir du côté de Montréal, ce qui s'y passe. J'avais un peu ici déjà de la famille. J'avais mon frère qui habitait ici et qui me parlait du Canada un peu tout le temps. Et du coup, je me suis dit, je vais aller voir ce que c'est. Tout le monde parlait du Canada comme un peu la terre promise. Et donc, je suis arrivée à Montréal. La toute première fois, c'est en 2017, un bel automne et belles couleurs, belle diversité de gens. Et je me suis dit, c'est ici, en fait, que j'ai envie de faire ma vie. Okay. Voilà. Excellent. Et alors, donc, je m'aperçois donc du passage de Nantes à Paris. Nantes, qui est une très, très belle ville. D'ailleurs, on salue au passage les amis de Nantes. de Nantes à Paris, de Paris à Montréal. Qu'est-ce qui a vraiment fait le déclic? Alors, en fait, du passage de Nantes à Nantes, j'ai fait mon master en web marketing. J'étais à l'époque en alternance, donc j'étais 2 jours en entreprise et 3 jours à l'école. Et c'était une très belle ville et j'ai beaucoup aimé l'expérience. Et c'est là où j'ai eu l'occasion de travailler pour un cabinet, en fait, en projet européen. Donc, on faisait des projets qui étaient financés par la Commission européenne. Et moi, j'étais chargée de projet, qui m'a donné en fait l'occasion de voyager parce qu'on travaillait avec des partenaires divers à travers l'Europe. Mais au bout d'un moment, ça reste pas une petite ville, mais quand même, les opportunités professionnelles n'étaient pas nombreuses. Donc, j'avais beaucoup d'amis sur Paris qui me disaient il faut venir, c'est ici que ça se passe. Et puis, Paris, ça reste Paris. Donc, j'étais un peu curieuse de savoir et puis d'y vivre. C'est quand même une des plus belles villes du monde. Donc, je me suis dit pourquoi pas. J'ai eu l'opportunité de travailler dans une agence digitale là-bas. Et donc, j'ai déménagé sur Paris. Je m'y suis beaucoup, beaucoup plu. Mais au bout d'un an et demi, j'avais quand même cet attrait de voir autre chose. Comme j'ai dit, j'adore voyager. Et donc, au bout de 2 ans dans la vie, je me suis dit, j'ai quand même, avant que je décide, parce que si je continue ma carrière là-bas, c'est-à-dire que je me fermais un peu des portes et c'était parti pour longtemps en tout cas. Donc, je me suis dit, avant de décider de m'installer vraiment en France et à Paris, j'ai envie d'aller voir ailleurs. Et donc, je suis venue voir ailleurs et je me suis dit pourquoi pas. Mais moi, j'ai une question par rapport à... Donc, tu arrives à Montréal, tu mentionnais que tout à l'heure, c'est ton frère qui t'a un peu introduit la ville, mais arrivé ici sur le plan personnel, mais également sur le plan professionnel, qu'est-ce qui t'a
Oui, il y a forcément eu un déclic, mais qu'est-ce qui t'a fait te dire que, bon, c'est là que je vais continuer ma carrière et continuer et me lancer? Mhm. C'était pas une décision facile parce que, comme j'ai dit, j'ai passé 10 ans en France et je m'y suis fait des amis, je m'y suis fait mon réseau professionnel aussi. Et donc, c'était une décision assez difficile à faire. Et c'est pour ça que je suis venue d'abord à Montréal en 2017. J'ai aimé la ville, j'ai aimé les gens, la diversité culturelle, la diversité. Il y a de tout à Montréal. Mais je retourne travailler pendant 2 ans parce que là, ça me travaillait en fait de savoir est-ce que c'est la bonne décision, est-ce que c'est vraiment ma place, est-ce que je suis prête à aller recommencer de zéro, parce que c'est ça en fait, il fallait recommencer de zéro. Et c'était complètement difficile à faire. Mais à un moment, je me suis dit, quand même, ce qui m'avait, le déclic a été, je pense que la diversité à Montréal a été le facteur qui m'a décidé, parce que Paris, ça reste que Paris, mais le fait est que j'ai toujours travaillé dans des boîtes où j'étais la seule noire, la seule femme des fois, et donc il y a des choses qui, au bout d'un moment, tu te sens pas à ta place. Et donc, je me suis dit, arrivé à Montréal, déjà, je me rappelle que j'ai vu à l'aéroport qu'il y avait des personnes voilées à l'aéroport. Et ça n'existait pas en France. Et ça m'a choquée sur le coup. Je me suis dit, en fait, ça me plaît quand même parce que il y a des gens de partout. Et comme je disais, j'adore les voyages. Et ce qui me fait adorer les voyages, c'est que tu découvres en fait d'autres cultures, d'autres façons de penser. Et donc, je me suis dit, ici, je peux vivre avec des gens qui viennent de partout et ça peut que m'enrichir, en fait. Est-ce que, donc tu mentionnais, bon, en France, tu sentais que il y avait peut-être plusieurs barrières en tant que femme, mais également en tant que femme noire. Arrivé ici, tu as quand même réussi à, oui, tu repars de zéro, mais tu as réussi à t'établir et te créer ton chemin. Dans ce parcours-là, puis ça a été dans une période courte quand même, que tu as réussi à faire ça, quel a été le défi pour toi, le plus gros défi pour toi arrivé ici? Ouais, alors ça a été, j'ai en fait eu quand même l'accompagnement il y a des organismes en fait qui accompagnent les nouveaux arrivants quand tu arrives ici, et donc j'ai eu cet accompagnement-là. Et donc ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que en prenant la décision d'arriver sur Montréal, je me suis dit c'est pas grave, vas-y, si tu arrives pas, donne-toi 6 mois. Si tu n'arrives pas à trouver un job qui te plaît, tu peux toujours retourner en France. Et donc, quand je suis arrivée ici, ça m'a pris comme 20 jours à peu près. Ah, wow! J'avais déjà en fait, grâce à cette organisation, un entretien avec du coup la boîte où je suis aujourd'hui. J'ai fait des entretiens et puis donc ça a bien marché. Et donc, mais le plus difficile, je pense, quand tu t'installes dans un nouveau pays, dans une nouvelle culture, c'était de me faire, parce que j'avais jamais vécu avec des Québécois. C'est vrai que c'est diversifié, mais il faut, quand tu arrives, surtout avec un poste de marketing, il faut comprendre les gens. Il faut savoir comment leur parler. Il faut comprendre la culture. Donc, c'est ça qui a été le plus difficile. Alors, tu dirais quoi aux jeunes marketeurs qui arrivent de l'Europe, de l'Afrique, qui arrivent au Canada, qui arrivent à Montréal, qui veulent se faire une carrière ici? Ce serait quoi l'élément, le conseil ou l'élément que tu donnerais à cette personne pour qu'il s'outille ou du moins qu'il soit le mieux dirigé? Mm-hmm. Le conseil, je pense, serait de ne pas avoir peur d'aller vers les autres et puis de poser les questions, d'aller rencontrer les gens. C'était un peu facile à l'époque parce qu'on pouvait rencontrer les gens. Et à mon poste de marketing, j'avais vraiment l'opportunité, j'organisais beaucoup d'événements qui me permettaient de rencontrer beaucoup de personnes et de comprendre un peu, ça m'a aidé à comprendre la culture, ça m'a aidé à comprendre comment les gens y pensent. Et puis pour mieux en fait communiquer avec eux. Donc ici c'est très il y a beaucoup d'événements de 5 à 7. Il faut y aller, il faut rencontrer les bonnes personnes parce que même si tu envoies un CV, ça va toujours être mieux si tu connais la personne. Si tu as déjà rencontré la personne, il va peut-être te mettre en contact avec quelqu'un. Et puis il y a tellement d'événements. On travaille avec des organisations comme MTL UTech. Il y a tellement d'événements qui font de networking, qui permettent de rencontrer les bonnes personnes, que c'est ça. Je pense que c'est la première chose à faire en arrivant à Montréal, et je pense que c'est vrai dans les autres villes aussi.
c'est d'aller à la rencontre des gens à travers ces événements de réseautage. Effectivement, le réseautage, c'est très, très important. On n'arrête pas de le dire. Et tu parlais de marketing tout à l'heure. Et justement, de par ton expérience, le marketing que tu as pu observer à la fois en France et le marketing que tu observes ici, selon toi, c'est quoi les grandes différences? Je vais un peu revenir au fait de réseauter parce qu'en France, j'ai fait à peu près 8 ans d'expérience en France en marketing où tu parles aux gens à travers différents... Moi, ma spécialité, c'était du marketing digital, donc tu parles à des gens à travers des réseaux sociaux, les sites internet, à travers les infolettes que tu peux leur envoyer, mais tu ne les connais pas, tu ne les as jamais rencontrés. Et puis, ça marche, c'est comme ça que c'est fait. Mais ici, je trouve que c'est beaucoup sur le one-to-one. Ça va être en rencontrant les gens. Et puis, ça va être du bouche à oreille. C'est vraiment il y a plus ce contact humain qui est plus présent ici, je trouve, par rapport à l'Europe. Effectivement, donc ce que tu es en train de nous dire, en fait, c'est que les personnes justement qui viennent d'un peu partout dans le monde, que ce soit de l'Afrique, que ce soit de l'Europe, voire même de d'autres parties, au niveau du marketing, ce qu'elles doivent vraiment développer, c'est surtout leurs habiletés, pardon, autant pour moi, les habiletés humaines, en fait. C'est ce que tu es en train de nous dire, en fait. Exactement. Et puis, c'est de construire ces relations humaines qui vont te permettre d'être une meilleure ou un meilleur marketeur. D'accord. Et à travers tout ça, à travers tout ce beau parcours-là, autant en France qu'ici, on suppose, pas qu'on suppose, mais on pense que tu as eu des réalisations, de très belles réalisations. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux partager avec nous aujourd'hui, avec toutes les personnes qui nous regardent, autant à la fois en Afrique, en Europe et puis ici à Montréal, où on est actuellement? Une des belles réalisations, je pense, je vais parler un peu de Covid, vu qu'on est en plein dedans, là, même si je pense qu'on en sort, j'espère. Ça a été assez compliqué parce qu'une grosse partie de mon job ici, c'est d'organiser des événements en physique, en présentiel. Donc, mars arrivé, il fallait tout annuler et il fallait trouver des solutions. Comment on fait pour garder le lien avec les personnes qui viennent sur notre campus, quel outil on va utiliser. Et puis, quand mars est venu, on s'est dit, c'est pas grave, on va annuler les 2 prochains événements dans la semaine parce que tout le monde, optimiste qu'on est, on s'est dit, dans 2 semaines, ça sera bon, on va retourner, on va retourner au travail comme d'habitude. Non, c'était pas ça. Et donc, on a testé beaucoup de choses. Quand on s'est rendu compte que ça allait avoir un impact sur une plus longue durée, on s'est dit, OK, c'est pas grave, on va mettre les événements en ligne. Et puis ensuite, on a utilisé plusieurs outils, on a testé beaucoup de choses. Et avec la technologie, même si on vient du monde de la technologie, il y a beaucoup de facteurs qu'on ne maîtrise pas. Il faut aller sur les lives sur Facebook, est-ce qu'on utilise Instagram, est-ce qu'on utilise Zoom, est-ce qu'on utilise Livestorm. Enfin, il y avait plein de choses à décider, mais on est quand même arrivé à trouver la bonne formule pour garder le lien avec les gens qui venaient se former toutes les semaines avec nous à travers les différents événements gratuits qu'on propose. Mais ensuite, il fallait dealer avec le fait qu'il y avait la Zoom fatigue. Tout le monde était sur des écrans tout le temps. Et le gros challenge, c'était vraiment de trouver la bonne formule en termes de contenu et en termes d'outils qui va faire que les gens ils vont revenir, les gens ils vont rester connectés avec nous. Et donc récemment, on a organisé une série sur un mois de formation où les gens ils venaient 3 fois par semaine avec nous. On a réussi en fait à trouver le bon contenu et les bons outils qui ont permis d'organiser cette série pour une centaine de personnes qui sont restées avec nous tout le long du mois de novembre. Et c'était une belle réalisation, surtout que maintenant, il y a tout le monde qui fait des webinaires, donc il faut se frayer sa petite place. Et c'est pas toujours très simple. Effectivement. En fait, je poserais la question, tu as mentionné que c'était pas simple, puis oui, effectivement, il y a la Zoom fatigue et tout le monde a dû se virer vers vers la technologie et vers les connexions en ligne.
comment une organisation comme la tienne ou une marketeur comme toi vous organisez une centaine d'événements dans une année, comment vous vous rendez, excuse-moi de l'anglicisme, relevant face à votre audience Mhm. et dire que ben, parmi les 100 000 événements qu'il y a, le nôtre est tout aussi ou est le plus intéressant. C'est une très bonne question et je pense que tous les marketeurs et marketeuses se posent la question aujourd'hui parce que se dire on est en concurrence avec toutes les personnes qui ont un téléphone dans la main. Parce que tout le monde s'est mis à faire des Instagram Live, tout le monde s'est mis à faire des webinaires. Et donc, comment tu trouves, toi, le bon canal et puis le bon timing aussi pour être à la bonne place au bon moment avec ton contenu. Donc, c'est une question qui est très pertinente et je ne sais pas si j'ai la réponse encore, mais la chance qu'on a de faire partie, en tout cas par rapport à mon organisation, de faire partie d'un réseau. On est présent dans 40 villes à travers le monde et certaines villes qui ont été touchées par le Covid avant. Donc, des villes en Chine, des villes en Italie, etc. Donc, on a eu la chance de pouvoir tester beaucoup de choses. Pouvoir tester qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Est-ce que au lieu de faire le soir ton événement, vaut mieux le faire entre midi et deux? Est-ce que c'est mieux de faire des plus courtes durées? Donc, on a vraiment depuis mars été en mode test. Et, on est en méthode agile pour être plus exact, et donc de tester, de voir ce qui marche et puis d'itérer, en gros. Et puis ça va dépendre des industries, ça va dépendre du contenu aussi qu'on propose, et donc on est en plein apprentissage là. Effectivement. Et quand tu parles d'apprentissage, justement, si on parle du marketing aujourd'hui et de son évolution, justement, par rapport aux différents changements qu'il y a pu avoir avec la Covid, parce que c'est le sujet d'actualité, le sujet majeur, le sujet qui a vraiment bousculé quasiment à toutes les organisations. Quelle est, toi, ta vision par rapport à l'évolution du marketing? Qu'est-ce que tu penses va se faire, en tout cas, dans les prochaines années? Je pense que ça a déjà commencé. On voit beaucoup de marques qui travaillent avec les influenceurs, qui ont d'abord commencé à travailler avec de gros influenceurs, avec des comptes avec des millions de followers. D'accord. Mais maintenant, on voit un peu une tendance qui va plus vers les plus petits comptes de entre 1000 et 5000 personnes. D'accord. Que ces personnes-là, en fait, ils ont les bonnes personnes, et les personnes qui suivent ces petits comptes, ils font plus confiance à la personne parce que tu as l'impression que c'est une petite communauté. Donc, on se connaît, donc on peut faire confiance si la personne me recommande un produit, par exemple. D'accord. Je pense que cette tendance-là de travail, de collaboration entre les marques et les plus petits influenceurs, les influenceurs avec des plutôt moyennes communautés, vont aller de l'avant parce que ce sont eux qui ont pris la parole sur Instagram, ce sont eux qui ont pris la parole sur les différents réseaux, justement pour occuper les gens, parce qu'on s'est retrouvé avec beaucoup de temps pour savoir ce qu'on avait. Et puis le tendance, je pense, et là c'est moi la petite heure, les marques vont devoir aller plus vers de l'entertainment, parce que les gens, ils sont sur TikTok, tu as juste envie de t'amuser, en fait. Tu as juste envie de rigoler parce que le monde dans lequel on vit aujourd'hui n'est pas très fun et que je ne peux pas sortir ou faire des activités dehors. Donc, j'ai envie de m'amuser à travers mon téléphone. C'est ça. Donc, c'est ça. Je vois plus de marques aller vers la collaboration avec des influenceurs avec de moyennes communautés. Et puis plus rendre le message un peu plus fun, un peu plus pour égayer la vie des gens dans ces moments. Super. Ben, parlons d'égayer, puis tout à l'heure, tu as mentionné que bon, on sent que tu es une passionnée puis que tu connais très bien ton marketing, mais si je veux revenir sur Laure, la personne de Laure, qui elle est. Tu as mentionné tout à l'heure le goût pour le voyage. Bon, avec la COVID,
on est un peu limité maintenant, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont venir te chercher, qui vont te passionner, c'est ça, qui vont te captiver en dehors de ce que tu fais dans ton travail? Alors, ce que je faisais avant, que j'ai pas encore eu l'occasion de faire ici, c'est de la danse. Je fais de la danse traditionnelle du Burundi. Et puis, je Oh, fais de la danse africaine aussi. excellent, excellent. C'est ma façon après une semaine de travail intense, d'aller danser pour tout laisser, relâcher cette énergie-là et puis avoir de bonnes vibes. D'accord. Et si c'est pas trop indiscret, est-ce que Kajanine fait partie de tes Ah oui. artistes préférés? Ah oui, complètement. D'accord. C'est juste une perle. On a juste envie qu'elle se remette à chanter. Là, ça fait un moment quand même qu'elle a arrêté. Enfin, je sais pas si elle a arrêté, mais on n'a plus de nouveaux sons d'elle et elle a une voix juste magnifique. D'accord, parce qu'en fait, justement, j'ai grandi avec elle et puis j'étais tellement en amour Ah, de cette dame à chaque fois que je la oui. voyais avec sa voix et tout, vraiment extraordinaire. Ouais, elle est vraiment une des plus grandes artistes burundaises qu'on a. Qu'on a la chance d'avoir, ouais. Excellent. Et justement, Jeff parlait de passion tout à l'heure. Si on continue dans les passions, est-ce que à Montréal, tu as eu l'occasion de développer un attrait pour d'autres choses, par exemple, avec la culture, avec ce que tu as pu voir ici? C'est ça. Alors, ce que j'ai fait en arrivant, c'est que j'ai essayé d'aller dans le Canada. Ce qui est magnifique, c'est que il y a des parcs nationaux d'une telle beauté. J'ai essayé de visiter le plus que j'ai pu. En tout cas, le moment où c'était ouvert, les musées. J'adore cette partie-là et ça fait partie des choses qui sont les plus intéressantes quand tu t'installes dans une ville, d'aller découvrir, en fait, parce qu'il y a tout un monde Ouais. à découvrir à Montréal. Et puis, ce qui est intéressant ici, c'est que tu changes de quartier. Tu te retrouves en France, tu changes de quartier, tu as l'impression d'être en Chine, tu manges de tout. Enfin, la cuisine ici est aussi diversifiée. Donc, ça, c'est des choses que j'ai hâte de continuer à explorer. Et puis, j'ai pas mal visité aussi d'autres villes, côté Est en tout cas, Toronto, Ottawa, les chutes Niagara. Je fais ma petite touriste interne, en tout cas, dès que Il je va, peux. il va falloir que tu ailles dans l'Ouest canadien aussi. En tout cas, l'année prochaine, dès que c'est rouvert, j'ai ça en vue. Je t'encourage à y aller. Ouais, j'ai entendu que du bien de Vancouver et Effectivement, je là-bas. confirme. Ouais. Je sens que je parle à des touristes Tout aussi. à fait. Oui. Vancouver, c'est vraiment une très, très belle ville. Pour avoir eu l'occasion de la visiter, Oui. elle est magnifique. Oui. Vraiment belle. Mhm. Ok. Excellent. Alors, malheureusement, on arrive à la fin de cette très belle entrevue. Euh, on arrive maintenant, nous, à ce qu'on appelle la minute signature, qui est une minute où tu nous partages une phrase d'inspiration, de motivation. En plus, en ce moment, avec tous les bouleversements qu'il y a eu dans la vie des gens, qu'est-ce que tu veux partager avec nous, autant pour les personnes qui nous regardent depuis l'Afrique, depuis le Burundi, depuis toute l'Afrique aussi, euh, en France et ici à Montréal. Alors, que j'ai lu dans un livre de Brené Brown, elle est en anglais, vous allez pouvoir faire la traduction. Allez, Donc, elle vas-y. dit There is a crack in everything, that's how the light gets in. C'est-à-dire que, surtout, je pense qu'elle peut parler à des gens un peu perfectionnistes comme moi, où on a envie que tout soit bien, tout soit beau et que tout est planifié, aucune incertitude. Et dans des moments comme aujourd'hui où on ne sait même pas de quoi sera fait demain, ça a toujours été le cas, tu me diras, mais encore plus aujourd'hui. Et donc, le fait de se dire, la phrase est dit que même s'il y a une petite cassure sur quelque chose, des choses qui se passent pas comme tu l'as prévu, c'est à ce moment-là que la lumière va pouvoir entrer parce qu'il y a la cassure. Et je trouve ça très, très poétique et très, très beau. Ah, mais en tout cas, chose certaine, Excellent. c'est un magnifique mot de la fin. Je suis certain que les gens à la maison, un peu partout, vont se sentir inspirés par ce mot, surtout du rappel
qu'on en est conscient, mais on ne l'applique pas toujours. Donc, merci infiniment du rappel, Laure. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité. En tout cas, ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Merci pareillement. Mais Maxime, toujours un plaisir de partager avec toi, mon cher. Partager, Def. Merci. Merci encore, Laure, pour ton histoire, ton beau parcours. Merci. Merci beaucoup. Donc, merci à tous aussi, à vous à la maison qui nous écoutez. On est là pour vous. Donc, vous pouvez nous suivre sur toutes nos plateformes. On parle d'ici de LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Vous pouvez également suivre notre hashtag qui est le hashtag 23+1 podcast. Et encore une fois, merci à tous et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du 23+1 podcast. Merci, à bientôt.